Merci beaucoup, Raphaël. Grâce à toi, nous allons laisser les antisémites dans leur M et des petits points. Et nous allons lire attentivement le petit livre bleu, parce que cela vaut vraiment la peine de le lire et de le diffuser. C'est gratuit. Oui. Et libre de tout droit. Vous faites Manuel Bleu en un seul mot, manuelbleu.com, sans www et tout ça. Manuelbleu.com, c'est gratuit sur vos téléphones, votre ordinateur. Vous le téléchargez, le copiez, l'envoyez aux copains. Il n'y a aucun droit, aucun piège, pas un centime à débourser. Manuelbleu.com. D'ailleurs, la loge Robert Gamzon avait été associée au petit livre bleu et nous nous honorons d'y avoir participé. Quant à vous, Shmuel Trigano, nous ne nous connaissons pas beaucoup, mais malgré tout, je sais que après des études classiques de latin, grec et philosophie au lycée Buffon à Paris, vous avez suivi le cursus du Bachelor of Arts de l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous étiez professeur à l'Université Paris X Nanterre. Vous êtes le fondateur du Collège des études juives de l'Alliance israélite universelle. Et j'avais préparé un petit billet que j'ai imprudemment laissé devant les notes que j'avais prises. Oui, merci beaucoup. Parce que ce petit billet faisait référence à la revue Pardès. Vous savez ce que c'est, la revue Pardès, puisque c'est vous qui l'avez fondée. Et avec Annie Kriegel. Avec Annie Kriegel, exactement. Et le numéro 55 de la revue Pardès, qui était paru le 29 octobre 2014, ça date pas d'hier, était intitulé « Qu'est-ce qu'un acte antisémite ?» Alors je suis sûr que vous allez faire référence à la revue Pardès et que vous allez nous dire qu'est-ce qu'un acte antisémite. À vous la parole. Merci. Qu'est-ce qu'un acte antisémite? C'était l'édition d'un colloque organisé avec Samy Gozlan et le BNVCA, qui mène un combat très important depuis des années. Donc nous l'avons publié dans Pardès. Bien, j'espère que vous avez encore un peu de force, parce que... vous n'entendez pas. Un quart d'heure. Voilà. Je ne parlerai pas dans ce cadre-là de la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai un petit livre qui vient de sortir, Le chemin de Jérusalem, théologie politique, qui va sortir en hébreu également et qui vient de sortir en France. J'ai très peu d'ouvrages. Alors, c'est peut-être le manque d'air qui influe sur la corde vocale. Ce livre-là vient de sortir en français, il va sortir en hébreu. Le chemin de Jérusalem, une théologie politique, c'est une réflexion sur l'avenir du sionisme, commencée avant la protestation, mais terminée pendant la protestation, ce qu'on appelle la Mecha'a en Israël. Je voudrais faire une petite introduction sur la notion d'antisémitisme, parce qu'en fait, le phénomène antisémite est très structuré. Vous aviez au départ l'antijudaïsme chrétien et l'antijudaïsme musulman, de l'âge de la tradition, l'antisémitisme qui est le propre de l'ère de l'État démocratique, l'antisionisme qui est l'ère des nations, et dans ces trois références, l'opposition aux Juifs est toujours très structurée et correspond à un État des Juifs. L'antisionisme n'est possible que parce qu'Israël a créé un État-nation. Okay ? L'antisémitisme a été possible parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi les Juifs existent toujours, puisqu'ils sont censés avoir disparu en étant devenus des citoyens.
Okay, et l'anti-judaïsme chrétien et musulman s'attaque aux juifs en tant que synagogue, en tant que réalité religieuse. Et aujourd'hui, nous avons assisté ces derniers temps, uniquement ces derniers temps, à ce que d'aucuns appellent le palestinisme. C'est un terme que j'ai vu pour la première fois chez Bati Or, la spécialiste de l'islam. Mais le palestinisme, c'est une haine des juifs qui s'inscrit dans une nouvelle ère idéologique, l'ère du post-modernisme. D'accord ? Et donc le palestinisme, c'est une sorte de messianisation, d'exaltation de l'idée de la Palestine. Ça ne correspond à rien, on l'a dit, sur le plan historique, il y a des connaissances crasses de tous ceux qui sont anti-israéliens aujourd'hui, qui les exposeraient aux remontrances des professeurs d'histoire. Mais disons que là, les amarres sont complètement larguées avec la réalité. Comment est-ce possible ? C'est possible parce que dans l'idéologie du postmodernisme, il y a une doctrine qui est la doctrine de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de la correspondance de toutes les situations d'oppression dans le monde, les femmes opprimées, les handicapés. J'avais vu sur la place de la République, il y a quelques années, lors d'une manifestation pour les handicapés, un handicapé sur sa petite voiture avec le drapeau palestinien. Et là, c'est quelque chose de fascinant. Donc, mais en fait, ça repose sur une structure de l'idéologie postmoderniste sur ce plan-là. Mais voilà, on n'a pas suffisamment parlé du 7 octobre, puisque c'était le sujet de cette conférence. C'est en fait, le 7 octobre n'est pas évidemment un fait divers, à la fois par le nombre de juifs assassinés, mais aussi parce qu'en fait, les massacreurs se sont attaqués à la figure humaine du juif. C'est ça qui est très important. Il n'y a pas eu simplement une oppression des coups, mais une tentative de réduire à néant la condition humaine des juifs. Alors, au départ, il n'y a pas de quoi être surpris. Ceux qui connaissent l'islam, ceux qui ont vécu en Algérie, comme c'est mon cas, savent que des massacres terribles ont été commis par le FLN, mais jamais aussi importants que les massacres du Hamas. Et donc, c'est pas ça qui est nouveau aussi. Si vous voulez, c'est en fait quelque chose de tout à fait nouveau qui oblige en quelque sorte les Juifs à éradiquer le Hamas pour sauvegarder leurs conditions humaines. C'est ça qui est en jeu, parce que ce qui est en jeu dans la condition juive, c'est l'appartenance à l'humanité. Et sur ce plan-là, on peut établir un parallèle. Quand les nazis ont fait avec la peau des juifs des abat-jours et avec leurs cheveux des perruques, ils les ont réduits à des réalités d'objets. L'attaque sur les organes sexuels, on a connu ça en Algérie. Effectivement, des choses atroces. Et donc, si vous voulez, il y a là c'est une razzia. On a assisté à une razzia du 8e siècle en Europe, quand les conquérants arabes s'emparaient, faisaient des incursions en France, dans le sud de la France, en Provence, etc., prenaient des esclaves, la rapine et le vol en même temps. Donc, si vous voulez, je rappelle aussi quelque chose, c'est que c'est un comportement partagé par une grande majorité du milieu arabe en Israël. J'ai eu le malheur d'assister par radio interposée au pogrom de Lod, qui a eu lieu avant la dernière crise, lors d'une intervention au Liban. Et cette émission radio interviewait une voisine, une femme locale, et on suivait la police qui ne vient pas, l'armée qui est aux abonnés absents, les voisins qui montrent les lieux où les juifs habitent, puisque c'était des lieux mixtes, etc. Un ensemble de choses qui m'ont replongé entièrement dans l'Algérie
et jamais je n'aurais pu penser qu'une chose pareille se produirait en Israël. Donc, si vous voulez, la stupéfaction qui a suivi ce moment est claire. On l'a dit, il faut le dire, c'est une guerre de religion. Ce n'est pas autre chose qu'une guerre de religion. Et cette guerre de religion se mène dans tous les endroits occidentaux où il y a encore des juifs, parce qu'il n'y en a plus dans le monde arabe, mais où il y a en quelque sorte une population immigrée dans toutes sortes de pays qui a hérité de ce sentiment et de cette conception des choses. Et je suis désolé, j'aimerais bien sauver l'islam, mais les autorités de l'islam ne s'expriment pas, ne condamnent pas ces réalités. Et c'est ça la chose importante. Remarquons quelque chose. Lorsqu'il y a eu ce massacre, le pèlerinage bizarre qui s'est produit à Jérusalem, où l'on a vu monter quelques présidents de pays européens qui sont venus assurer Israël de leur compassion, etc. Sans doute, le monde chrétien s'est senti lui-même menacé, comme dit le proverbe, après ceux du samedi, ceux du dimanche. Et donc, si vous voulez, il y a là une dimension très importante, mais alors je reviendrai là-dessus parce qu'elle est complètement pervertie au fur et à mesure du développement. On l'a dit aussi, ça ne tombe pas par hasard. La guerre sainte a été décrétée par Al-Azhar au Caire, par la faculté de la Zitouna en Tunisie. Dans d'autres lieux, il a été démontré par des chercheurs l'importance des frères musulmans dans l'Union européenne qui ont pratiqué un entrisme général. On a parlé de l'influence du Qatar, etc. Donc en fait, ce n'est pas un concours de circonstances, mais la question la plus étonnante, c'est comment est-ce possible à ce niveau-là, surtout que ceux qui manifestent pour la Palestine, d'ailleurs, vous savez qu'aux dernières élections européennes, il y avait un parti Free Palestine. Oui, il a eu 0,06%. Mais ce parti existe dans plusieurs pays européens où il y a des communautés musulmanes. Et donc il y a là un marchepied vers une introduction dans la politique européenne locale. C'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé quand Mohamed Merah a tué des enfants juifs de Toulouse pour venger les enfants de Gaza, entre guillemets. Eh bien, il y a eu, on a dit en France, les médias, c'est un conflit importé. Et en fait, regardez ce que, d'ailleurs, Védrine a eu l'audace de déclarer, regardez ce que les Israéliens font aux Arabes, vous comprendrez pourquoi il y a Mohamed Merah. Donc, si vous voulez, conflit importé, pas français, pas européen. Les Juifs exitent les Juifs. Ils sont juifs là, mais par hasard, il ferait mieux d'être en Israël sur ce plan-là. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'attaque contre les Juifs est un cheval de Troie pour monter sur la scène politique européenne, intra-européenne, comme si elle se justifiait de l'innocence. La plus grande image de la haine des Juifs aujourd'hui, c'est, je l'exprimerai comme ça, les Juifs tuent des enfants. C'est le sacrifice pascal où les Juifs étaient accusés de tuer un jeune chrétien, puis ensuite dans le monde méditerranéen, pour fabriquer les galettes de Pessah. Et donc, en fait, c'est ça le fantasme général. 30 000 enfants tués, 32 000 femmes et enfants, c'est des chiffres faramineux. Bon, et donc, c'est donc quelque chose de tout à fait concret sur ce plan-là. La défaillance militaire d'Israël, elle vient, on parle en Israël de la conceptia, d'une conception inexacte. L'idée que les Arabes veulent la paix, que plus vous leur donnez du bien-être, mieux ce sera, que vous leur donnez du travail, etc., etc. Et donc, alors, ils ne peuvent pas, les gens qui sont prisonniers de cette conception ne peuvent pas imaginer la réalité. Elle est pardon ?
c'est une conception occidentale, mais en plus, elle désarme complètement sur le plan de ce qui pourrait arriver à ce niveau-là. Et donc, il y a ici quelque chose de très important. J'apporterai un autre élément. Si ces Israéliens ne peuvent pas comprendre ça, c'est parce qu'ils ont rompu avec la religion et qu'ils ne comprennent pas l'ampleur et la réalité d'une action dans un cadre d'idéologie religieuse portée par la religion. Et donc, ça explique cette réalité. Voilà. Donc, alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que ça ne reste pas dans l'ordre des grandes idées, des idées vagues. Si vous suivez le Conseil de sécurité, vous remarquerez qu'on applique à Israël un principe qui ne concerne qu'Israël, le principe de la proportionnalité. Si vous voulez réagir dans un cadre de légitime défense, Israël ne peut pas aller trop loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il perd sa légitimité aux yeux des Occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, les Occidentaux sont nos amis, mais en fait, ils veulent nous maintenir dans une condition inférieure. Et une condition, d'ailleurs, la guerre qui n'en finit plus aujourd'hui vient d'où ? Vient de Biden. C'est une histoire de ce type-là. C'est la meilleure façon d'échouer, d'avoir une défaite sur ce plan-là. Et sur ce plan-là aussi, on a évoqué ce cas, mais il y a aussi dans la vie politique israélienne une maladie terrible qui est le bouc émissaire. On fait de Netanyahou le bouc émissaire d'un tel ou tel. On l'eupénise. C'est la même chose que la leupénisation en Europe, en Occident, qui a conduit le système politique français à la décomposition que nous voyons aujourd'hui. Donc en fait, c'est en dénonçant quelqu'un, en le vouant à la proscription, qu'on essaye de se faire accepter et reconnaître par les autres. Et ça, c'est pitoyable, c'est pathétique. C'est le contraire d'une condition politique et le contraire de la souveraineté que le sionisme politique a voulu rétablir sur ce plan-là. Donc, il y a d'ailleurs quelque chose de profond. En fait, les Juifs ne sont reconnus légitimes comme État que comme compensation de la Shoah. Mais en même temps, les Européens qui compatissent à la mémoire de la Shoah essayent de limiter Israël pour se justifier eux-mêmes moralement, c'est-à-dire ne pas dépasser certaines limites pour rester dans la logique de la légitimité venant de la Shoah, une légitimité compensatoire. Okay ? Et donc, c'est la règle du fonctionnement sur le plan international, comme on le voit de façon ahurissante à ce niveau-là. Alors, je signalerai en parallèle la Nakba. Elle a été parfaitement définie par Edward Said. Les Palestiniens sont les victimes des victimes. Première victime, on les salue, etc. Mais deuxième victime, les anciennes victimes deviennent les bourreaux. Et c'est ainsi que le palestinisme suce la substantifique moelle de la légitimité de la Shoah pour la retourner, pour s'en servir comme une arme, et ça joue un très grand rôle dans le palestinisme, dans cette forme, d'où l'idée du génocide et de toutes ces idées qui sont charriées. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes devenus les parias mondiaux, notamment avec le vol de la Cour de justice, qui est profondément scandaleux, qui nous montre la corruption de l'humanité à son sommet dans ces institutions. C'est une corruption, et donc avec les conséquences qu'il faut tirer de cette corruption. Et donc, en fait,
c'est comme si chaque juif devenait un proscrit qu'on pourrait tuer parce qu'en fait il est soupçonné de lien avec l'apartheid. Et donc il y a là quelque chose de gravissime sur ce plan-là. Il ne s'agit pas simplement de tel ou tel personnage politique, mais plus généralement, on l'a vu en France hier par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi les informations ahurissantes, le parti soi-disant d'extrême gauche, qui est un parti de racaille, je ne vois pas d'autre expression, ce parti d'extrême gauche a demandé au tribunal de Bobigny d'interdire aux visiteurs israéliens le salon du Bourget qui a été interdit à Israël. Donc en fait, il y a un placard à l'entrée, les Israéliens sont interdits d'entrer. Donc en fait, si vous voulez, on est dans le domaine du tout est possible. Bien, alors il ne faut pas oublier non plus quelque chose d'important. Israël est la 8e puissance du monde. C'est un classement qui a été fait des puissances des nations. Et il ne faut pas se minoriser, se minimiser face au défi qui est présenté, mais être conscient de ce que l'on est et de qui l'on est. Voilà, je vais m'arrêter là, il est tard.